soit au niveau du prix du péage qui est exorbitant, c'est-à-dire qu'on avait fait un petit calcul, il faut gagner 4 fois le SMIC pour que ça devienne intéressant de prendre cette autoroute, puisque vous allez payer l'équivalent d'une heure du SMIC pour gagner 15 minutes. Que ce soit au niveau environnemental, puisqu'il y a déjà une route existante, il n'y a pas besoin de rajouter 4 lignes de bitume tout le long, à une dizaine ou trentaine de mètres de la route existante. Que ce soit sur tous les autres aspects de la biodiversité, de l'inondabilité des territoires et de l'artificialisation des terres agricoles. Nous, ce qu'on voit, c'est que chaque fois qu'on parle avec des gens, les gens comprennent et comprennent que cette autoroute est une aberration. Donc, on est de plus en plus soutenu. Ce qui aurait peut-être péché, si je devais rembobiner le film, c'est le temps qu'on a mis, le temps que ça met d'arriver à informer tout le monde. C'est ça en fait finalement. C'est-à-dire que cette information, il faut arriver à la diffuser. Mais dès qu'elle se diffuse, elle est sans appel. Récemment, on a un nouveau collectif qui s'est monté qui s'appelle l'Oraguet sans bitume. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait aussi 2 usines à bitume qui étaient prévues sur le tracé. Une à Puylaurens et une à Villeneuve-les-Lavorts. Donc ce collectif a fait une réunion d'information au Flagey début octobre. Il y avait plus de 300 personnes, les gens sont sortis atterrés. Il y a eu une autre réunion d'information cette semaine à Péchaudier, à côté de Puylaurens. Cette fois-ci, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu faire rentrer tout le monde. Les gens sont restés dehors pour écouter ce qui se disait à ce propos. Donc la contestation, elle grandit de jour en jour et elle n'est pas près de s'arrêter. Voilà. Denis Barréa, collectif La Voix Libre. Denis Barréa, B-A-R-E-A. On a fait le tour des prénoms au début, on pourra vous les envoyer sur Telegram si vous avez besoin de bien les orthographer. Oui, donc moi c'est Olivier Cholet du GNSA. En fait, le GNSA est rentré dans cette lutte quasiment depuis le début, dans le sens où, enfin depuis le début, pas depuis 30 ans, parce que la lutte elle remonte bien évidemment à beaucoup plus de temps que le démarrage des travaux, mais on est en présent avec La Voix Libre, dans le sens déjà où on fait partie d'un collectif interasso local. Et en fait, il nous a paru important de rejoindre cette lutte, tout simplement parce qu'il y a déjà un impact territorial qui est énorme. En fait, aujourd'hui, c'est des milliers d'arbres de zones boisées, de zones humides, et qui abritent de la biodiversité. Et en fait, le gros sujet concernant cette partie-là, c'est tout simplement qu'en fait, il y a une communication des pouvoirs publics et de tous les décideurs de cette autoroute, d'expliquer qu'on va pouvoir compenser ces abattages, ces destructions par de la replantation. Très clairement, encore le ministre Beaune, il y a peu de temps, expliquait qu'on allait planter 5 fois plus d'arbres, mais c'est une véritable escroquerie cette compensation. Donc ça, il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, toutes les mobilisations qu'il y a eu au niveau des écureuils du GNSA qui ont occupé des arbres avaient pour objectif déjà dans un premier temps d'éviter des abattages, et bien évidemment sur des lieux qui étaient symboliques, des grands arbres, mais il faut savoir aussi qu'il y a des zones boisées, il y a encore des milliers d'arbres à abattre. Donc aujourd'hui, le chantier, il est compliqué d'être bloqué sur des occupations d'arbres, mais on a encore cette force-là de stopper les destructions qui sont encore à venir. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Thomas a été hyper médiatisé au niveau du GNSA ces derniers temps, et c'est un message de sa part et que je relaye aussi, c'est que le GNSA, en fait, c'est plus de 70 antennes à travers la France, et en fait, on se bat tous les jours dans toutes les villes et pas que sur le tracé de l'autoroute pour éviter ces abattages. Parce qu'aujourd'hui, les abattages en France, ils sont massifs. C'est de la déforestation, mais c'est également des coupes d'arbres en ville. C'est voilà, un massacre de tout notre patrimoine arboré qu'on a actuellement sur le territoire français, et même au-delà du territoire français. Donc voilà, c'était un point important. Je pense que de rappeler que cette compensation, c'est du bidon. Il faut arrêter de croire et de relayer ça. Et à chaque fois que vous avez un décideur, un élu, etc., qui vous parle de compensation, allez lui expliquer que ça n'existe pas, la compensation, tout simplement. Voilà, et je passe la parole. Après, ouais, après.
du coup, ici, l'ENA, des soulèvements de la terre, donc une coalition qui se bat contre l'agro-industrie, l'accaparement des terres et leur artificialisation. C'est la deuxième action de la saison 6 des soulèvements de la terre. On était en train d'occuper un glacier contre un projet de téléphérique il y a 2 semaines. Mais là, on est très content de démarrer la saison de manière plus massive avec cette action contre la 69. Ce projet d'autoroute, c'est vraiment un exemple des projets contre lesquels on se bat au sein des soulèvements de la terre, des projets du passé, des projets totalement destructeurs qui sont imposés à la population alors souvent c'est des dossiers qui traînent au fond d'un tiroir depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui ne sont pas du tout remis en question. Et du coup, nous, on est là pour réaffirmer que c'est aux habitants d'un territoire, ceux qui le connaissent le mieux, d'être au cœur de ces décisions et que les promoteurs du projet ne vont pas pouvoir continuer le chantier bien longtemps et continuer à passer en force si tous les habitants du territoire sont autant déterminés à ce que le chantier s'arrête. Et donc voilà, c'est le but de la manifestation, de montrer notre détermination aujourd'hui, mais quotidiennement, en fait, à ralentir ce chantier, à leur mettre des bâtons dans les roues. Sinon, sur un sujet qui est connexe, il se trouve qu'on passe au Conseil d'État pour un jugement sur le fond la semaine prochaine, vendredi prochain. Il y a une décision en référé suspension, enfin là la dissolution des soulèvements de la terre est actuellement suspendue, qui nous était plutôt favorable, mais donc là c'est le jugement définitif la semaine prochaine, même si bon, s'il s'avère que la dissolution est actée, on fera appel et on sait très bien que typiquement au niveau de l'Union européenne c'est quelque chose qui ne passera pas. Malheureusement le droit français est assez problématique sur les questions de liberté d'association. Mais du coup voilà, on va être aussi déterminés à lutter contre la dissolution vendredi prochain, et on vous invite à suivre aussi cette affaire-là dans les jours qui viennent. Super. Oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais vous parler d'agriculture, évidemment, parce que ce projet, on a commencé à l'aborder avec les arbres il y a 2 minutes, mais il se fait pas, il se fait très concrètement sur des terres, sur des choses très concrètes, sur des terres qui, pour certaines, ont encore été cultivées, moissonnées il y a 2 mois, 3 mois, et qui seront plus jamais semées. C'est ça que ça veut dire l'artificialisation des sols agricoles. C'est concrètement exactement ça. C'est des terres qui sont perdues sous du bitume et j'en passe à tout jamais. C'est complètement irréversible. Je pense que ça, on en a tous conscience. C'est ça que je voulais vous dire. C'est complètement irréversible. C'est en emprise directe entre 500 et 600 hectares qui seront bitumés. Et à côté, quelques centaines d'hectares de plus, parce qu'on sait bien qu'aux sorties des autoroutes, ils adorent des plateformes logistiques, des centres commerciaux et ce genre de choses. Donc ça va encore multiplier les surfaces à jamais perdues pour l'agriculture. Évidemment, la Confédération paysanne, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour nous. C'est quand même 100 et plus de paysans qui sont directement affectés. Directement parce que leurs terres sont sous le bitume, d'autres parce que leur ferme va se trouver coupée en 2, parce que l'eau ne s'écoulera plus naturellement. Voilà, c'est des drames pour ces fermes-là. Il y a, vous me direz, il y a des mécanismes avant la compensation d'expulsion et je trouve pas le mot, pardon, d'expropriation, pardon. Ça, c'est jamais que de l'argent. Ça remplace pas notre métier qui est celui de semer, de moissonner, de produire de l'alimentation pour nourrir nos concitoyens. Voilà, ça remplace pas ça. C'est quand même extrêmement effrayant dans ce pays quand on se dit qu'on a besoin de renouveler les générations de paysans, d'installer des jeunes, qu'il y a des jeunes qui frappent à nos portes en disant j'ai envie de changer de vie ou pas, mais j'ai envie de m'installer, j'ai envie de cultiver, et que ça devrait être une priorité, et l'installation et la souveraineté alimentaire au sens le plus noble, c'est-à-dire de nourrir nos concitoyens avec une alimentation de qualité sur nos terres, ça nous est volé à tout jamais, cette possibilité, sur ce territoire comme dans d'autres. Et c'est pour ces raisons que la Confédération paysanne du Tarn, de la Haute-Garonne, s'est extrêmement mobilisée depuis des années et des années, et qu'au niveau national, je suis aujourd'hui ici présente pour rappeler évidemment le soutien de la Confédération paysanne à tous ces paysans et globalement à cette lutte contre l'autoroute. Et du coup, une dernière chose, on parlait de compensation parce qu'il y a une loi en France contre l'artificialisation des terres agricoles. Ça s'appelle le ZAN, on en a entendu parler ces jours-ci avec des annonces un peu tonitruantes d'un président de région, là, de Vauquier.
Cette loi ne permet pas de protéger les terres agricoles. Ça, il faut bien l'avoir en tête, puisque des projets d'intérêt national majeurs sont supérieurs à cette protection des terres agricoles en France. C'est ce qu'on vit ici, c'est ce qu'on vit dans beaucoup d'autres endroits. Et il y a ce mécanisme de compensation, la même chose que tu as expliqué sur les arbres, sur les terres agricoles. Et ce mécanisme de compensation, ici, il y en a pour les terres agricoles, pour les arbres, pour la biodiversité, c'est des millions d'euros. On ne sait pas exactement où ils sont passés, mais moi je tiens à redire ici ce que j'ai déjà dit il y a 6 mois, c'est qu'on a assez peu, on a les agriculteurs, les tracteurs de la Confédération paysanne, mais les agriculteurs expropriés, on ne les a pas entendus, parce qu'ils se sont très peu manifestés face à la presse et tout, parce qu'ils sont déjà en très grande difficulté. C'est extrêmement douloureux de perdre du foncier, d'avoir son organisation sur sa ferme compliquée, et parce que pour certains ils sont un peu achetés, et en particulier par la Chambre d'agriculture du Tarn, qui n'a pas fait son job de défendre les agriculteurs et qui a livré ses terres directement à Tosca et à ce projet, et c'est proprement scandaleux pour les agriculteurs. Voilà ce que je pourrais en dire, et vous dire qu'à la Confédération paysanne on a été extrêmement bouleversés par tout ce qui s'est passé ce dernier mois. Cet engagement, cette détermination de beaucoup de gens, de certains qui sont ici tout près de nous. Voilà, c'est des luttes sur lesquelles il faut être nombreux, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, déterminés et nombreux toujours. C'est notre plus grande force, le nombre. Bravo. Je vais simplement rappeler qu'aujourd'hui on est sur une terre agricole. Là on le voit pas très bien, mais il y a la forêt qui est complètement fendue en deux. Ça se voit, ça parle d'elle-même, l'image qu'on voit de cette forêt complètement fendue en deux, avec des souches encore là, des arbres encore morts au sol. On voit pas encore les terres agricoles et la saignée qui est en train d'arriver. L'année dernière on était juste de l'autre côté du champ, et de la forêt, et juste encore après il y a la réserve naturelle du Dicosa. Voilà, ça vous donne l'endroit où on est aujourd'hui, il a une vraie force et une vraie symbolique par rapport à ce projet d'autoroute. Juste avant de te passer la parole, je voulais insister sur une petite chose aussi. Aujourd'hui, il y a un vrai projet d'alternative, une autre voie qui est portée. Et un point qui est important, qui est souvent décrié par les protoroutes, c'est que ce projet abattrait plus d'arbres que celui de la 69. Là aussi, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a tout à fait possibilité d'aménager la RN 126 en conservant les arbres existants, et c'est ce qui est porté par ce projet. Donc l'idée encore pour ces élus et ces politiques décideurs, c'est que l'aménagement de la 126 dans leur tête, c'est 2 fois 2 voies de Castres à Toulouse. Non, l'aménagement de la 126, c'est sécuriser là où c'est nécessaire, c'est faire des doubles voies là où c'est nécessaire, et en conservant les arbres. Donc ça, c'est super important de garder ça en tête, et aussi, surtout d'aller contrer ces personnes qui vous disent que ça abattra plus d'arbres. Et puis vous aurez un gros sujet là qui est sorti ces derniers temps, le documentaire de Off Investigation, qui est sorti jeudi soir et qui montre aussi toutes les conflits d'intérêts qu'il y a entre Emmanuel Macron et les financeurs et les actionnaires d'Atosca. Bonjour, donc moi je fais partie d'Extinction Rébellion de Toulouse, AXR, donc le diminutif d'Extinction Rébellion. AXR, on a rejoint la lutte il y a 1 an maintenant, et donc ça fait 1 an qu'on lutte tous les jours avec acharnement contre la 69. On s'est positionné sur cette lutte tout simplement parce qu'en fait, AXR, la plupart des membres sont assez jeunes, et juste on veut avoir un avenir. On veut avoir la possibilité de vivre sans tous les étés avoir peur de mourir pendant la canicule, et tous les hivers avoir peur de mourir de froid ou de sécheresse, etc. La 69, ça nous promet un futur qui est absolument monstrueux, qui est écocide, qui est asocial, et ça nous touche parce qu'on est à Toulouse, donc on est juste à côté, et ça nous concerne, c'est une lutte locale. On a le devoir d'agir pour protéger notre avenir, pour protéger notre futur, pour protéger l'environnement. Quand on voit que l'enquête publique environnementale a reçu plus de 90% d'avis négatifs, quand on voit que l'autorité environnementale a émis un avis défavorable, et quand on voit que Atosca ne respecte pas les réglementations, que la SMBA coupe les arbres alors qu'il y a des gens très proches des machines, au-dessus des policiers, etc., en fait on a un devoir de nous interposer, et on a même la légitimité de nous interposer. Nous pensons qu'il est nécessaire d'interrompre les travaux le temps que la justice évalue le recours sur le fond.
On veut pas que ça fasse comme à Strasbourg et qu'ils construisent l'autoroute et puis que juste après ils disent ah bah mince en fait elle était illégale. Depuis un an de lutte, on a subi énormément de répression. On a subi, je sais même plus combien de gardes à vue. On a subi des perquisitions. On a été gazés par la police. On a été frappés. Aujourd'hui, juste à Auxerre, on a une quinzaine de procès qui arrivent et sur la lutte de manière générale, il y en a une trentaine. Mais malgré tout, en fait, on se décourage pas parce que ça nous montre qu'ils ont peur de nous, que tout ce qu'on fait, ça fonctionne et que on va gagner cette lutte. On est plus motivés que jamais et on est aussi plus ensemble que jamais. Aujourd'hui, il y a des coalitions partout en France pour lutter contre les projets routiers et autoroutiers. Je pense à la déroute des routes notamment. Et donc on sait que ce qu'on fait, ça fonctionne et qu'il y a toute la France qui est derrière nous aussi. Et aujourd'hui, la 69, c'est même international. Nous, ce qu'on veut faire, c'est changer l'histoire. On ne veut pas du futur auquel ils nous condamnent. On ne veut pas du futur de la 69, le futur des routes. Mais on pense qu'une autre voie est possible. Il y a d'autres possibilités. On vous appelle à développer vos imaginaires et à rêver à un autre monde en fait. Au monde que par exemple une autre voie nous propose. Un monde qui prend en compte les défis du changement climatique au lieu de les ignorer et voire même de les amplifier. On veut d'un monde qui est social, d'un monde qui encourage l'économie locale. Et c'est pour ça qu'on lutte contre la 69. Que XR Toulouse, que le GNSA, que La Voix est libre et tous les autres collectifs en lutte se battent tous les jours, malgré la répression, malgré la surveillance. Aujourd'hui, on est plus motivé. Aujourd'hui, on est plus motivé que jamais, on est plus déterminé que jamais. Et donc, je vais finir avec notre slogan Amour et rage, no macadam. Bravo. On a le plaisir d'avoir la présence au poil d'une super porte-parole, la déroute des routes. J'arrive au bon moment. Donc, la déroute des routes est une coalition de plus de 50 associations et collectifs donc, contre les projets routiers en France. Et donc, on a commencé il y a presque 2 ans à se rencontrer. Et du début de nos rencontres, on s'est vraiment rendu compte que c'était toujours la même chose, c'était toujours le même projet, c'était toujours les mêmes éléments de langage à haut niveau. Donc on retrouve des éléments de langage comme la fluidification, comme le désenclavement. On est bien ici pour savoir que c'est ça. Mais aussi des petits éléments de langage à plus fines échelles, comme par exemple le fait de mettre des bus au niveau de service ou planter plus d'arbres de ce qu'on coupe. C'est toujours la même chose. Et donc l'accablement que nous, militants et militantes de la déroute des routes, on sent sur le terrain, c'est un accablement qui vient du fait que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ces routes ne sont pas faites pour nous. C'est simplement ça. C'est pour ça que nous, on souffre de cette incompréhension quand on voit nos projets locaux, quand on voit les besoins de nos territoires et quand on voit qu'est-ce qu'ils nous proposent. Toujours le même projet. On est dans une sidération et une incompréhension, mais parce que simplement les projets ne sont pas faits pour nous. Ils sont faits pour le privé, que ce soit des labos, une carrière, ça peut être un financeur quelque part. C'est des petits enjeux de pouvoir, mais c'est pas pour nous. Et donc la déroute des routes est ici pour demander un moratoire contre tous les projets routiers en France, pas que autoroutiers, mais bien des projets routiers en France. Et bien évidemment, on est ici pour soutenir nos camarades de la Voix est libre pour un moratoire pour ces projets, pour un moratoire pour tous les projets en France. Merci. Merci à vous. Voilà, on a fait un peu le tour de table. Maintenant, on va passer au tant attendu présentation de ce qui va se dérouler ce week-end. Commençons d'abord par le premier événement phare de ce week-end, à savoir le siège tenu par la police dès jeudi de l'ensemble du déploiement du campement, qui pendant une journée a empêché l'accès à l'ensemble des bénévoles qui étaient venus pour installer un campement dans des conditions sécurisées et joyeuses et qui se sont vus privés de ce droit-là, de nous installer dans de bonnes conditions.
notre chère préfecture qui se targue de vouloir déployer et accompagner une manifestation dans le dialogue, en réalité a fermé toutes les portes dès 10h du matin. Et c'était en termes de dialogue, instaurer un rapport de force aussi fort et prétexter à des éléments mineurs de sécurité pour imposer un verrouillage du camp, ça nous semble particulièrement problématique dans le dialogue qu'on a essayé de construire. Après ce petit événement chagrineux, on a un programme beaucoup plus joyeux qui s'est déroulé dès hier soir avec une soirée de concert et de festivités. À 11h ce matin, il y aura des prises de parole de différentes personnalités et collectifs qui pourront présenter à l'ensemble des participantes le projet et certains éléments de détail. À partir de midi, à 11h, ce sera aux 2 tracteurs là-bas qu'on est en train d'installer pour le grand public. À midi, la manifestation, il y aura le brief de départ à l'installation qui prend un petit peu de temps et on envisage un départ à 12h30. Ce qui est vraisemblable, c'est que la préfecture continue dans un dialogue chaleureux et courtois, notamment en bloquant les routes dès 10h du matin et en empêchant ainsi l'accès aux manifestantes au lieu de départ. Ça reste à confirmer pour le moment. Il y a certaines personnes qui ont pu bien passer aujourd'hui, mais les négociations sont quand même pas très faciles et on ne se sent pas très en sécurité et bien accompagné. Le risque, c'est évidemment des embouteillages et le blocage des rues de fait à cause de la présence policière. Donc ça, il est 10h30, c'est des informations qui restent à confirmer et on maintient le dialogue autant que possible. Donc le départ de manifestation pourrait être un peu différé pour s'assurer que tout le monde ait eu le temps de venir, si tant est que la préfecture nous ait laissé nous rassembler pour cette manifestation joyeuse. Donc à 12h30, le départ de la manifestation, le cortège a été déclaré, le plan a été communiqué publiquement par la préfecture qui a eu bien soin de le refaire à sa manière et le parcours devrait aller jusqu'à l'entrée de Castres, au niveau du pont de l'entrée de Castres, pour y déployer un geste symbolique, au même titre que d'autres gestes et d'autres moments qu'on a envie de raconter ensemble. On devrait envisager, la manifestation fait à peu près 8 km environ, donc pas très longue. On devrait prendre le temps de pouvoir s'exprimer à différents endroits. Notons la présence d'un pigeonnier qui sera sacrifié sur le trajet, au même titre que d'autres sur le trajet de l'autoroute, différents champs, différentes forêts. On a le Dicosa sur notre, derrière vous, une réserve naturelle. Et puis on arrivera à l'entrée de Castres. Castres qui, pour en sortir, il faudra bientôt payer un péage de 17 € aller-retour, le péage de Carole Delga. Voilà, on devrait envisager un retour bien avant la nuit, autour de 17-18 heures environ, si tout se passe bien, au maximum, voilà. Et puis on aura une soirée festive avec des festivités qui sont déjà annoncées dans le programme et plusieurs artistes qui nous font le plaisir d'accompagner ce moment de joie. Et demain, on se retrouvera le matin avec l'Assemblée des luttes, tradition de ces week-ends de rassemblement qui nous permettent de nous relier en France parce qu'on a les mêmes enjeux et donc de discuter de nos stratégies communes et d'apprendre à nous connaître, ça nous semble nécessaire pour mieux nous retrouver. Et puis l'après-midi, il y aura différentes tables rondes, interventions et présentations d'autres choses. Voilà, on devrait envisager une fermeture du camp dans l'après-midi. Voilà pour les infos. Et là, il va y avoir plein de questions super compliquées. Est-ce que quelqu'un qui est debout et qui n'est pas journaliste veut bien tendre le micro? Ou alors on a les oreilles assez fines pour vous entendre. On va tester juste son micro. Voilà. Et si vous voulez bien vous présenter, dire pour quel média vous bossez, c'est facilitant. Léa Gage, Blast. Première question, combien il reste d'arbres d'alignement, question pour le GNSA, sur combien d'hectares est installé le campement social, et j'aurai d'autres questions après. Et combien de personnes expropriées, ça c'est pour... Ok. Alors en ce qui concerne le nombre d'arbres abattus, on n'en sait rien, dans le sens où Atosca déjà n'en sait rien non plus. Aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que les gros alignements qui étaient emblématiques d'arbres centenaires, eux ils sont par terre. C'est ceux qu'on défendait avec les écureuils. Donc nombre d'arbres, j'en sais rien, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Comment aller compenser 5 fois plus d'arbres si on ne sait pas combien on en a abattu? On ne pourra jamais le vérifier. Donc encore une fois, cette compensation, c'est du bidon. Donc voilà. Et rien de plus à dire là-dessus. Le nombre de... Alors il y a des paysans qui sont expropriés et puis des particuliers évidemment. Sur les paysans, je n'ai pas le chiffre exact. On est un peu dans la même situation tous, d'une forme d'opacité, d'avoir un mal de chien à récupérer l'info. Directement, l'emprise directe de leur ferme, une centaine expropriés.
Et ceux qui souffrent les conséquences, c'est bien davantage, je disais, par des fermes séparées. Mais l'expropriation, l'ordre de grandeur, je regarde si certains pourraient, je vois dans la salle des gens qui savent peut-être, je dirais une centaine, 80, un peu plus de 80, voilà, d'expropriation directe d'agriculteurs. Et là, ici, ça fait le terrain fait 9 hectares. Il est fendu en deux. Et c'est un terrain qui sera exproprié? Il est déjà fendu en deux, il appartient déjà à Tosca sur le tracé de l'autoroute, dans la continuité de la forêt abattue. Bonjour, Édouard Rubier, agence France Presse. Est-ce que vous savez déjà combien il y a de personnes qui sont présentes pour la mobilisation? Combien de personnes vous attendez pour la manifestation? Et deuxième question, il y a maintenant, la 69 est devenue un enjeu national en fait. Il y a du coup peut-être une crispation un peu plus forte des pouvoirs publics pour aller plus vite. Qu'est-ce qui vous donne espoir d'y arriver alors que les choses semblent se cristalliser? S'agissant du nombre de participanteurs, on a été très occupés par cette conférence de presse et on n'a pas pris le temps de les compter un par un. On pourra demander à la police qui a fait un listing très précis des plaques, des identités et de nos coffres. Donc on aura un chiffre sans doute plus précis que nos approximations. Merci la police. Plus sérieusement, hier soir on estime vraisemblablement à peut-être 2 milliers à l'heure actuelle. Hier dans la nuit 1000, on a servi largement 600 repas et il a fallu gratter les fonds de casserole pour servir tout le monde avec des arrivées tardives de tracteurs et de vélos dans la nuit. La dernière fois, on était 8200, chiffre extrêmement précis parce que compté par quelqu'un de grande confiance à cette table-là. Et on espère être au moins aussi nombreuses aujourd'hui et que le dispositif policier n'aura pas découragé les participants de cette manifestation. Et les annulations de train, merci Carole Delga et le service public qui facilite l'accès à cette manifestation. S'agissant maintenant de notre espoir, je pense qu'il y a plusieurs exemples récents qui ravivent l'espoir. Déjà, l'espoir, il est bien vivant parce qu'on est aussi nombreux présents aujourd'hui autour de cette table et sur cette manifestation. Les gens sont en train d'arriver à n'en pas douter. S'agissant d'espoir, il y a le très célèbre exemple de Notre-Dame-des-Landes, hein, avec une opposition forte qui a permis de sortir par le haut de ce projet-là. On a aussi l'exemple de la retenue colidaire de la Clusaz, qui après une courte ZAD. Il y a récemment les 15 bassines qui ont été annulées. Donc voilà. Et l'avis des scientifiques aussi qui nous donne beaucoup d'espoir, mais même s'il n'est pas très entendu par les élus au niveau local. Voilà, donc l'espoir on en a plein, on sait que le projet il a bien démarré, mais il n'est pas trop tard pour retrouver de la dignité du côté de nos élus qui se sont entêtés pendant trop longtemps. Juste si je veux rajouter, là depuis un mois là, à peu près, on a quand même plus de 200 élus locaux qui ont signé une tribune contre l'autoroute, donc ça c'était jamais vu. On a maintenant près de 2000 scientifiques qui se sont positionnés clairement contre ce projet, dont Valérie Manson-Delmotte, qui est quand même quelqu'un de très connu et qui pour la première fois se positionne contre un projet en France. Enfin, on n'arrête pas d'avoir des soutiens de tous bords, de tous les côtés en fait en ce moment, c'est hallucinant, quoi. On est même nous assez étonnés de l'ampleur que ça prend au niveau national. Le sondage que j'ai mentionné tout à l'heure, nous ce qu'on demande quand même, c'est depuis un mois et beaucoup plus, c'est un référendum. On demande à ce que les pouvoirs publics organisent officiellement une consultation publique sur le Tarn et Haute-Garonne qui sont concernés. On attend, puisqu'ils disent qu'ils ont la démocratie, qu'ils ont l'état de droit avec eux, mais faisons cette consultation et on verra ce qu'il en sera. On a envoyé tous les noms sur Telegram là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas qui c'est, nous. Ah ouais. Il est 10h40, il y a les prises de parole à 11h. On va essayer essayons d'être un peu. Bonjour, Sandy Dauphin, France Inter. Vous avez en partie répondu. On a compris la revendication principale, c'est l'abandon du projet, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une plateforme commune? Vous demandez un référendum local. Est-ce que vous demandez un moratoire jusqu'à ce que l'examen des dossiers, les recours en justice soient examinés? Est-ce qu'il y a 2-3 revendications d'aujourd'hui que vous pouvez préciser? Ce qu'on demande depuis le début, c'est vraiment la suspension des travaux, mais la suspension totale de tous les travaux. Hein. C'est pas que la chose qu'ils ont faite la semaine dernière, où ils ont arrêté des arbres, d'abattre des arbres, alors qu'ils avaient tout fait la semaine précédente.
Donc on demande vraiment cette suspension des travaux, en attendant qu'il y ait aussi une nouvelle expertise de ce projet-là négocié sur l'économie, l'impact environnemental. Et in fine, c'est vraiment un référendum et une consultation publique. En fait, qu'est-ce qu'on attend en fait? Parce qu'on se rend compte que plus on en parle de ce projet, je vais répéter les choses, mais plus on en parle, plus les gens ils ouvrent des yeux incroyables par rapport à cette aberration, quoi. C'est ça qu'il faut réaliser. Enfin, on n'a jamais eu actuellement en France une telle empathie, une telle sympathie pour cette lutte. Donc il faut que les décideurs se réveillent. Il est temps, quoi. Il est encore temps. Alors, c'est pas nouveau, effectivement, je le disais en rigolant que depuis, enfin c'est pas drôle, en fait, c'était un peu du rire jaune. Ça a toujours été dans l'histoire de la Confédération paysanne pour des actions de désobéissance civile, de dénoncer des projets aberrants. Vous vous souvenez tous ici ce qu'on a pu faire. Mais effectivement, depuis quelques mois, quelques années, dans la veine de ce que décrivaient plusieurs autour de la table, les menaces, les pressions et la criminalisation, elles sont montées d'un cran. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, c'est ça qu'on a vécu ici ou sur d'autres manifestations. Voilà, c'est le contexte dans lequel l'action syndicale pour nous ou l'action des autres organisations ici, dans laquelle on est actuellement, et je pense qu'on le sait tous, et on en a vécu ces derniers jours ici, et on en a vécu sur d'autres moments, effectivement. C'est absolument scandaleux, et c'est dans ce contexte que nous, on essaye d'exercer nos droits syndicaux. On va commencer par les arbres, après on passera sur les terres arables. Très rapidement, si on prend un arbre adulte qui a des milliers, voire des millions de feuilles, il rend des services en fait qui sont multiples. Déjà, il stocke du carbone, il filtre les particules de pollution atmosphérique. Il contribue à retenir les sols, il contribue à faire en sorte que notre climat soit plus frais, tout simplement par le phénomène d'évapotranspiration. Il abrite la biodiversité, enfin, je ne vais pas tous les citer, vous les trouverez si vous cherchez un peu, mais il y a vraiment des services qui sont rendus par la végétation et les grands arbres qui sont multiples. Aujourd'hui, quand on dit qu'on va remplacer un arbre qui a 50, 100, 150 ans, 200 ans par 5, 10, 15, 20 arbres même. C'est une supercherie tout simplement parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la masse foliaire des arbres qui va avoir de l'importance. Et c'est des milliers d'arbres déjà. Si on veut avoir l'équivalent en masse foliaire d'un arbre adulte, c'est des milliers d'arbres. Et sans parler des problématiques aujourd'hui qu'on a à faire pousser des jeunes arbres. Le dérèglement climatique, le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui montre que dans les jeunes arbres qui sont plantés un peu partout, parce que tous les élus bien évidemment se gargarisent d'aller faire des plantations et de verdir leur ville, on a au moins un tiers qui survivent pas après 2-3 ans, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrosés, parce que parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour faire pousser des arbres. Moi, très, très localement, sur la ville de Lavore sur laquelle je suis, il y a eu un verdissement qui a été fait en 2020. 25 arbres qui ont été plantés, il y en a 20 qui sont morts. Et ça, vous regardez partout, c'est comme ça. Voilà. Juste 2 mots sur la compensation, tout à fait sur un autre plan. La compensation, ça doit venir normalement dans une séquence après éviter, réduire, compenser. C'est ça, la législation. Et on voit bien qu'on court-circuite l'éviter de détruire, éviter et réduire, et on passe directement à la compensation. Et la compensation, ça a bien été dit sur les arbres, j'en ai un peu parlé sur les terres arables, c'est un leurre, voilà, sur les zones humides, que ce soit la biodiversité des terres arables, c'est un leurre, on ne compense pas. Ce mot-là, il n'est pas correct, en plus qu'on n'a pas évité ni réduit précédemment, et en plus, c'est un vrai business. Alors là, ça pourrait prendre beaucoup de temps.
Mais en fait, il y a des millions en jeu, il y a des gens qui sont bénéficiaires de ces fonds, des organisations environnementales, des chambres d'agriculture, et j'en passais des meilleurs. Et il y a un vrai business qui se crée autour de ça aussi. Donc c'est une forme de financiarisation. C'est un marché en fait, ce monde, enfin le monde qu'on nous propose, contre lequel on lutte, il est fait de marché et de profit à tous les niveaux, et celui de la compensation en est parfois et souvent un également. Mais là, ça mériterait d'y passer une journée. Il n'y a plus de questions? Paul Albedel de la boîte du midi, actu.fr. Est-ce que vous vous projetez au-delà de ce week-end? Voilà, vous avez dit que vous étiez motivé, déterminé. Une autre question? Qu'est-ce qu'on projette? C'est ça la question, ou est-ce qu'on... Ouais. Qu'est-ce qu'on projette? On a plein de plans machiavéliques, on va pas vous les donner. Est-ce qu'on se projette? Évidemment qu'on se projette. Ramdam sur le macadam, c'est qu'une étape qui acte une mobilisation populaire massive de niveau national, comme on l'avait fait il y a 6 mois. On vient renforcer la mobilisation. C'est qu'une étape, la lutte elle va se poursuivre, parce que Carole Delga finalement n'a pas tellement confiance en elle, et c'est pas demain matin qu'elle va nous envoyer un texto pour dire c'est bon, on arrête tout. Donc on est prêt, il y a d'autres étapes, il y a d'autres plans. C'est qu'une étape de la mobilisation massive. On a vu les occupations, on a vu les grèves de la faim, on a vu une présence quotidienne sur les chantiers, on a vu les actions de désobéissance civile, on a vu sortie de route avec une grande mobilisation, on a vu les pétitions, et en fait on va continuer à innover, à mobiliser le plus diversement possible tous les modes d'action qui sont à notre disposition pour que ce projet ne voit jamais le jour. La manifestation prévoit de longer des lieux de travaux pour qu'on voit un petit peu où ça en est. Cette question est en lien avec une autre qui est au niveau des travaux, à quel point ça a avancé ces derniers temps, à quel rythme, et qu'est-ce que vous avez constaté vraiment en termes d'avancée des travaux, les premiers travaux qui ont été réalisés, et sur quelle période, quoi, quelques jours, un mois, une semaine. Et si ça s'est accéléré, quoi. Juste avant de passer la parole, je faisais partie des représentants des associations qui ont été reçues à la sous-préfecture vendredi dernier. Aujourd'hui, le préfet de région annonce une avancée des travaux à hauteur de 34 ou 36%, j'ai plus de chiffre exact, 34% il me semble. Enfin, faut savoir que le gros des travaux a énormément avancé en fait depuis le début septembre, que le chantier il n'est pas prévu pour tout de suite, et que si on est déjà presque à 40% d'avancement, au mois de décembre c'est fini quoi, et c'est loin d'être le cas. Oui, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une espèce de dissonance entre ce qu'ils annoncent et ce qu'on voit sur le terrain. Alors, il y a en effet les travaux ont démarré, ça c'est clair. On les voit partout, un peu partout. Ils ont ouvert énormément d'endroits où ils ont commencé à faire du terrassement. Mais l'impression que ça nous donne, en fait, c'est que c'est un petit peu de l'esbrouf, c'est-à-dire c'est de montrer à toute la population locale que ça y est, l'autoroute elle est là, que c'est lancé. Peut-être aussi qu'ils ont un peu peur que ce projet finalement soit arrêté, et que dans ce cas-là, il y a sûrement des compensations qui sont prévues au niveau du contrat entre Atosca et l'État. Compensations qui doivent être sûrement liées à l'état d'avancement du projet. Alors je dis sûrement parce que après une lutte acharnée pour obtenir, pour pouvoir voir le contrat en question, le contrat qui a été fourni par l'État est un contrat caviardé avec énormément de zones grisées. Par contre, c'est l'impression que ça nous donne, et du coup ils essaient au maximum de faire passer cette idée qu'ils ont déjà investi 100 millions, 200 millions d'euros sur les 500 qui étaient prévus initialement. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet des machines un peu partout, des terrassements, mais on est loin, loin, loin d'avoir une autoroute et d'avoir un ruban de bitume déposé entre Castres et Toulouse. Je vais juste compléter, ils vont vite et ils font des erreurs. Ils ont fait des erreurs, notamment il y a une mise en demeure quand même de la préfecture du Tarn, parce que des gens, des officiers de l'Office français de biodiversité, la police d'environnement, qui a fait remonter des problèmes
sur justement les méthodes de compensation sur la Tira 2000. Donc ça a été révélé début octobre par la préfecture. Une mise en demeure quand même, c'est la première fois que ça arrive. Nous, on a déposé des plaintes au pénal sur le fait qu'ils ne respectent pas des mesures d'évitement, réduction et compensation qu'ils sont censés faire. Donc ils font des erreurs et nous, on compte bien aussi les arrêter là-dessus. Voilà. C'est l'Office français de la biodiversité, on est d'accord Ouais. qui fait remonter les problèmes en termes de mise en œuvre de la compensation. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la police d'environnement, donc c'est tout à fait officiel, ils sont mandatés par la préfecture. Je suis sous les ordres du préfet. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous savez tout là, on vous a tout dit. Hein. On n'a pas dit si ça a passé près du chantier. Le parcours est déclaré, il est partout sur internet et on a soigneusement évité toutes les crispations avec nos amis de la préfecture. Et le chantier, on l'a vu en venant sur la route nationale et là on en est assez loin. Bonjour, Pierre pour Engrenage. Pierre pour Engrenage Média, j'avais une petite question. Vous avez beaucoup parlé de la répression à laquelle vous êtes confrontés, les militants locaux, et je voulais savoir dans quelle proportion c'était, combien ça coûtait à la préfecture si on avait des informations sur ces choses-là par rapport au coût de l'autoroute initiale. Oui, ce serait assez intéressant effectivement d'avoir le coût, parce que là c'est vraiment des coûts en plus de ce qu'ils avaient prévu. Je vous rappelle qu'ils ont les pouvoirs publics qui vont investir 23 millions d'euros là-dessus. Quand on voit que nous, quand on était à Vendine le 1er septembre, il y avait 200 forces de l'ordre, il y avait des hélicoptères, il y avait des drones, des maîtres chiens mobilisés pendant quelques... pour cette platane, ouais, c'est ça, ouais. Pour cette platane. Donc 200 forces de l'ordre, mais je sais pas, renseignez-vous en fait. Nous on n'a pas les chiffres, mais à mon avis ça doit chiffrer, ouais. On doit dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros quoi, à chaque fois. Ça c'est la photo collective à Wayne. Oui, juste effectivement pour rebondir là-dessus, effectivement ce déploiement de force démesuré, hein, parce que c'est vraiment ça, hein. Les abattages qui ont démarré le 31 dans la nuit du 31 septembre, du 31 août pardon, au 1er septembre, c'était des centaines de gendarmes, de CRS, de drones, d'hélicoptères comme on va en voir tourner toute la journée avec des caméras thermiques. Enfin, on a halluciné quoi. C'est quelque chose qui est phénoménal. Et derrière, la répression, elle se traduit par des gardes à vue comme on n'en voit jamais. Là, les derniers écureuils qui ont été délogés des 3 sites qu'on occupait à la Bourrelier, à la Prade et à Bernazobre, il y a eu des dizaines de gardes à vue, des déferments au parquet, des contrôles judiciaires qui ont été menés. Donc il y a vraiment quelque chose où, enfin, là c'est votre boulot de journaliste d'aller creuser effectivement là-dessus. J'ai un chiffre qui n'a pas à voir avec l'autoroute, qui est la protection d'un chantier de bassine, une bassine en construction. Alors on ne parle pas de grandes manifestations, mais au quotidien, pendant qu'elle se construit, il se dit que c'est entre 100 et 150 000 pour assurer la sécurité, le contrôle de ce chantier, pour une bassine. Par an. Par rapport à la répression, ouais, j'ai pas les chiffres exacts de combien ça leur coûte, mais par contre je peux vous donner un peu plus de chiffres sur ce qu'ils ont dépêché. Donc en effet, au 31 août, donc il y avait plus de 120 gendarmes, policiers avec différentes brigades. Il y avait la PSIC, la BRI, des unités canines, CRS. Il y avait 2 hélicoptères, un drone et un avion qui tournaient ce jour-là, tireurs d'élite. Aujourd'hui aussi, on a un avion qui tourne et des hélicoptères à sortie de route. Hélicoptères, avions, on a plusieurs escadrons de police évidemment mobilisés en permanence. Sur le tracé de manière générale, même dans les périodes un peu moins tendues on va dire, il y a une surveillance qui est énorme. Il y a déjà énormément de caméras cachées un peu partout. Il y a des hélicoptères qui tournent assez régulièrement sur le tracé de manière générale. En mars dernier, c'était presque constant avec des avions aussi. Il y a les renseignements territoriaux qui sont aussi extrêmement mobilisés, qu'on croise régulièrement, ils viennent régulièrement nous voir. Et quand je dis régulièrement, c'est plus de 3 fois par mois, hein, c'est vraiment régulièrement. À chaque rassemblement aussi, ils sont présents. Donc voilà, on a vraiment une mobilisation intense en termes de surveillance, de répression. Et ça, en effet, Oli a mentionné les gardes à vue. J'ai plus le compte, mais en termes de gardes à vue, on doit s'approcher de 40. Je pense qu'on doit s'approcher de 40. Et c'est des gardes à vue qui durent plus de 24 heures en général.
Moi, quand je suis arrivée avec ça, on me disait ouais, t'inquiète, tu vas en garde à vue, ça dure tu sors le soir, quoi, ça dure 7 heures. Non, maintenant c'est 24 heures minimum. Si on sort avant les 24 heures, on est des miraculés. Et maintenant, c'est même déferment presque systématique, peu importe ce qu'on a commis comme délit, peu importe si on a bloqué une route, fait un petit tag ou quoi que ce soit, c'est déferment presque obligatoire avec contrôle judiciaire à la sortie. Et ça aussi, ça leur coûte énormément d'argent de gérer tout ça. Et en plus, quand on est dans le Tarn, quand on est à Toulouse, c'est facile, ils nous envoient à Canal du Midi. Mais quand on est dans le Tarn, ils n'ont pas les places. Donc en plus, ça fait des frais kilométriques parce qu'ils doivent nous envoyer à Gaille, à Caëlby, à Roquecourt, enfin absolument partout dans le Tarn. Donc il faut aussi penser à tout ce que ça leur coûte en termes d'essence, ce qui n'est pas très écolo de leur part d'ailleurs. Donc oui, parce qu'ils nous envoient au commissariat, puis il faut ramener à Castres, etc. Donc voilà, en termes de frais, je pense que vous pourrez faire vos enquêtes et calculer combien ça leur coûte. Mais ça doit leur coûter très très cher. Et simplement, donc là on a beaucoup dit ce qui se voyait, il y a aussi tout ce qui ne se voit pas. On est très joueurs dans le Tarn, je pense que vous le savez, donc on vous propose un petit jeu. Le petit jeu, c'est d'aller sur un chantier avec une voiture banale et de chronométrer le temps qu'il faut avant qu'il y ait une autre voiture banalisée, qui vienne et quelqu'un qui sorte, une personne banale, sans doute un homme de 50 ans, les cheveux courts, moi en plus vieux, qui viennent vous parler, ah vous aussi vous regardez les chantiers, etc. 5 minutes top chrono. Et je parie, voilà, en 5 minutes vous aurez quelqu'un. Jouez à ce petit jeu-là et ce sera bien sympa. Et simplement rappeler que bon, la garde à vue, normalement c'est censé être une mesure de sécurité pour pas qu'on puisse refaire un délit ou juste le temps de l'enquête. Quand on a des gens qui sont dans les arbres, qui donnent leur identité, en termes de sécurité d'enquête, on est sur 0 quoi. En plus, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont dans les arbres, donc ils sont parfaitement identifiés, tout est à visage découvert. Le contrôle judiciaire, il est là pour éviter que la personne elle parte à l'autre bout du monde et qu'elle fuit son procès. On est vraiment sur l'intimidation, mais ça je vous l'apprends pas, on commence presque à s'habituer à ça, et je nous mets en garde justement de cette accoutumance à cette violence d'État. Et on peut prendre une toute dernière question, il est 11h moins 3 et on va devoir aller faire des trucs plus joyeux là-bas. Et bonjour, Maxime pour le média L'Outre-Poutre. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les jeunes qui s'inquiètent de l'état du monde dans lequel ils vont grandir et pour les générations futures qui n'auront pas le choix du monde dans lequel ils vont grandir? Je parle en tant que jeune du coup et je m'adresse aux autres jeunes. Le message que j'ai à leur faire passer, c'est que déjà il faut se mobiliser. C'est pas une fatalité ce qui nous arrive, on peut encore faire changer les choses et pour ça il faut se mobiliser, mais je veux aussi qu'on arrête de les culpabiliser toutes les 5 minutes en leur disant de se bouger le cul. Je parle crûment, mais c'est un peu ce qu'on nous dit toutes les 5 minutes. Il n'y a pas que les jeunes qui doivent se mobiliser, il y a tout le monde. Et il y a notamment nos aînés qui doivent se mobiliser. On ne peut pas agir sans vous. Mais du coup, s'il faut que je m'adresse aux jeunes, je leur envoie surtout beaucoup d'amour. Parce que je sais à quel point c'est difficile de grandir dans ce monde. Les crises de panique, tout ça, je connais. L'éco-anxiété, qui est en fait juste une réponse normale à ce qui est en train de se passer. On connaît et juste, faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on s'envoie plein d'amour et il faut aussi que les autres générations viennent nous aider et qu'ils nous soutiennent plutôt que de nous dire de nous bouger. Et juste en fait qu'on soit tous ensemble. Parce que c'est cet avenir, il n'y a pas que les jeunes qui y font face. Moi j'y pense souvent, mais je babysit un petit qui a 6 ans aujourd'hui. En 2030, ce sera un préado. Ça me brise le cœur. Quand je pense à ce à quoi il va faire face, il va jamais avoir l'avenir que j'ai pu imaginer, que je n'aurais pas, mais lui il peut même pas l'imaginer. Les canicules tous les étés, il va les vivre de plein fouet. Là, c'est encore un enfant, il les vit déjà. Donc voilà, j'ai énormément d'empathie pour toute la jeunesse d'aujourd'hui et je pleure pour nous en fait assez régulièrement. Et voilà, envoyons-nous de l'amour, de l'empathie et aidez-nous, mobilisons-nous tous. Et en fait, on peut changer encore le cours des choses. C'est pas fini, c'est pas une fatalité. On peut gagner, on peut stopper cette machine, cette folie à laquelle ils nous condamnent. On peut stopper, c'est pas fini.
Merci beaucoup à vous tous d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. On va clôturer et va y avoir des prises de parole par là-bas qui, je pense, seront très intéressantes pour vous. Pensez à prendre les bancs, s'il vous plaît. Prenez les bancs, s'il vous plaît.